Mesdames, Messieurs, je crois que nous allons pouvoir commencer pour cette conférence de l'école. Monsieur l'ambassadeur, chers collègues, chers amis, Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir que j'ouvre ce soir la conférence annuelle des travaux de l'École française d'Athènes pour l'année 2012, la 167e année d'existence de l'école. Με μεγάλη χαρά ξεκινώ απόψε την ετήσια παρουσίαση του έργου της Γαλλικής Σχολής για το 2012. Σας υποδέχομαι με ακόμη μεγαλύτερη ικανοποίηση γιατί έχουμε τη τιμή να είναι μαζί μας απόψε ο Jean-Yves Empereur, πρώην Γενικός Γραμματέας της Σχολής και Διευθυντής του Κέντρου Αλεξανδρινών Σπουδών. Je tiens en premier lieu à remercier son Excellence ambassadeur pour l'intérêt qu'il ne cesse de manifester pour nos activités, comme le prouve encore sa présence parmi nous ce soir. Je veux remercier aussi M. Olivier Descottes, directeur de l'Institut français de Grèce, pour l'hospitalité qu'il nous offre, comme chaque année, et qui nous permet de rassembler dans de bonnes conditions tous nos amis et tous les amis de l'école. Je remercie ensuite notre orateur de ce soir, Jean-Yves Empereur, directeur du Centre d'études alexandrines, d'avoir accepté de venir présenter ce soir à Athènes les résultats de 20 ans de fouilles réalisées à Alexandrie. C'est un grand honneur qu'il nous fait, mais pour moi qui ai connu Jean-Yves alors qu'il occupait le poste de secrétaire général à l'école, il y a 30 ans, ou presque, et qu'il fouillait le port d'Amathonte, comme cette photo d'archives le prouve, c'est aussi la marque d'une fidélité remarquable à l'égard de l'école, à laquelle il est resté très attaché, mais plus encore, je peux vous le dire, puisqu'il me l'a dit à plusieurs reprises, à l'égard de la communauté athénienne qu'il connaît si bien. Avant de lui donner la parole, je vais, comme chaque année, vous faire une brève présentation de l'activité de l'école pour l'année 2012. J'ai plaisir tout d'abord à rappeler que cette conférence constitue par coïncidence une sorte d'avant-première aux Journées de l'archéologie organisées en France et qui vont se dérouler du 7 au 9 juin. Et par coïncidence, notre conférence tombe juste à la veille de cette grande manifestation qui met l'archéologie à l'honneur dans notre pays. L'œuvre de l'École française d'Athènes en 2012 n'a été possible que grâce à l'attention et au soutien du ministère français de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministère grec de la culture. En particulier, je souhaite remercier pour leur aide constante Mesdames Lina Mendoni, secrétaire générale du ministère de la Culture, Maria Vlasaki, directrice générale des Antiquités, Nicoletta Valakou, directrice des Antiquités classiques et préhistoriques, Evgenia Yeroussi, directrice des Antiquités byzantines, ainsi que dans les éphories, les collègues qui nous accueillent et nous soutiennent, Mesdames Athanasia Psalti pour Delphes, Alkesti Papadimitriou pour Argos, Maria Nicolaïdou et Stavroula Dadaki pour Thasos, Christa Sofianou pour Malia Edreros en Crète et M. Panayotis Radzidakis pour Délos. L'année 2012 a été marquée pour l'école par 2 décès que je veux rappeler ce soir. Il s'agit de 2 grands anciens qui ont marqué leur profession et leur spécialité. Olivier Pelon, d'une part, décédé le 23 octobre 2013 à l'âge de 79 ans. Il avait été membre de l'école de 1962 à 1966 et il avait travaillé à Malia, dont il avait exploré les quartiers d'habitation et été chargé de l'étude et de la publication du palais. En poste à l'Université de Strasbourg, puis de Lyon 2, il était professeur émérite. Il a enseigné l'histoire et l'archéologie des civilisations de l'âge du bronze égéen, mais aussi de l'âge du bronze anatolien. Il venait d'achever le tome 6 du palais de Malia et préparait le tome 7. Jean-Marc Cadet, décédé le 28 décembre 2013 à l'âge de 92 ans, membre de l'école de 1946 à 1951, puis professeur à l'Université de Bordeaux en 1969. Il devint professeur d'archéologie classique à l'Université de Paris-Panthéon-Sorbonne en 1978. Et il était depuis 1983 membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Ses travaux en histoire de l'art grec, en particulier en sculpture et en iconographie classique, ont fait date. Son œil pour les collages et les rapprochements entre les fragments dans différents musées à travers le monde était légendaire. Très attaché à l'école, il a formé des générations de membres.
En 2012, l'École française d'Athènes a accompli comme chaque année les 3 missions qui sont les siennes: formation, recherche et diffusion, mais avec un regain d'intensité que je veux souligner ici ce soir. Il est dû à l'implication de tous les personnels de l'école, que je remercie ici de s'être investis dans toutes ces activités que nous avons menées dans le courant de l'année 2012. C'est l'occasion ici de signaler que l'école française vit un profond renouvellement de son personnel d'encadrement. 2012 a vu l'arrivée de Madame Cathy Brustowski-Weiss, conservatrice de la bibliothèque, de Monsieur Julien Fournier, le directeur des études antiques et byzantines, et de Madame Géraldine Hu, spécialiste responsable des publications, et de Serge Lemarchand, agent comptable, arrivé à la fin de 2011. Ces arrivées s'accompagnent bien sûr de départs, et je ne peux les citer tous, sauf un qui a touché au-delà de notre communauté, en particulier nos collègues grecs avec qui elle était fréquemment en contact, c'est celui de Béatrice de Tournai. Présente dans la maison depuis 1969, à la bibliothèque puis au service des publications, et ayant résisté à 6 directeurs successifs, sans jamais se fâcher ni se plaindre, c'est une prouesse qui vaut la peine de saluer ce soir en sa présence. Les activités de l'établissement pour 2012 sont d'une très grande diversité, d'une très grande abondance. Pour ne pas être trop long, je rappellerai pour mémoire seulement la mission de formation qu'assume l'école en accueillant, finançant à des titres divers des boursiers et des stagiaires ou des participants à des séminaires doctoraux de toute nationalité. 50 boursiers, plus d'une centaine de stagiaires de fouille, une quarantaine en séminaires doctoraux. Leur encadrement est une lourde charge pour les directeurs des études, mais elle s'inscrit dans nos missions fondamentales et s'articule à nos programmes de recherche. De même, nos programmes d'initiation pour le jeune public, auxquels nous sommes très attachés, sur les chantiers, comme ici par exemple à Thasos avec Natacha Tripé, ou à Athènes, en particulier dans le cadre de la convention qui nous lie au lycée franco-hellénique d'Athènes et qui fait que nous accueillons régulièrement un jeune public dans nos murs pour les initier au métier de l'archéologie. À côté de cette activité de formation que ce soir je ne présenterai pas plus, je vais vous présenter les activités de recherche que nous avons eues. Comme vous le savez, dans ce domaine, par vocation, l'école française couvre tout le champ de l'hellénisme, des origines à nos jours, et mène des programmes composés de travaux, de terrain, d'études, de journées d'études ou de colloques. Ces activités reposent sur des partenariats et des collaborations qui sont aussi des sources de cofinancement. Et l'année 2012 a vu augmenter encore le nombre de nos partenaires français ou étrangers, et je veux les remercier ici ce soir. Ont été financées cette année 14 opérations de terrain, essentiellement des fouilles, des restaurations, des prospections, et environ 87 études de matériel dans les maisons ou des fonds d'archives ou du travail en bibliothèque. L'école a par ailleurs traité plus de 250 demandes d'autorisation administrative d'études de matériel. La recherche à l'école est d'abord le fait, il faut le souligner, des 13 membres scientifiques en poste. Je vous ai présenté l'an dernier cette communauté de jeunes chercheurs, toujours présente et renouvelée par l'arrivée de nouveaux. Amélie Perrier, membre de 4e année, spécialiste d'architecture, qui travaille à Delphes et qui a soutenu sa thèse sur les étoliens en 2012. Anne Tichit, spécialiste de céramique grecque archaïque, qui travaille à Thasos et qui a aussi soutenu sa thèse en 2012 sur le marché de la coupe à boire. Agnès Févé, spécialiste d'architecture, qui travaille à Delos sur un monument énigmatique qu'on appelle le GD42 et dont on attend tout de son étude. Elle achève sa thèse sur Apollon Pythien. Guillaume Biard, spécialiste de sculpture, qui travaille à Thasos et qui a soutenu sa thèse aussi en 2012 sur les modalités de la représentation honorifique dans les cités grecques. Thomas Brizard, membre belge, spécialiste de céramique fine en Égée, à l'époque géométrique et archaïque. Maud de Volder, membre belge, spécialiste d'architecture égéenne, qui a travaillé à Malia, sur les magasins de Seine, ainsi que sur la nave Locos, en Crète, avec l'Éphorie de Crète de l'Est. Chavdar Marinov, historien, membre de la section moderne et contemporaine, qui étudie les usages contemporains des études traces en Europe du Sud-Est. Cécile Oberweiler, spécialiste de protohistoire égéenne et balkanique, et qui mène ses travaux en Albanie, dans le bassin de Korçë. Sylvain Perrault, membre de 2e année, musicologue, qui travaille sur la musique à Delphes et l'archéologie des instruments de musique en Grèce ancienne. Il nous reste à saluer l'arrivée en septembre 2012 de 4 nouveaux membres.
Antoine Chabrol, géomorphologue, il achève une thèse qui porte sur l'évolution environnementale du delta de Calamas en Épire. Il a par ailleurs participé à des missions à Delphes, à Kyra et à Amathonte à Chypre. Laetitia Fialon, membre suisse, arrivée à l'École française d'Athènes en janvier 2013. Elle est proto-historienne et travaille sur l'émergence de la civilisation mycénienne en Grèce centrale. Maria Xenaki, membre byzantiniste, épigraphiste, qui travaille à un recueil des inscriptions médiévales grecques de l'Hellade, 8e, 13e siècle, en Attique, en Béotie et en Eubée. Et Basma Zerwali, membre de la section moderne et contemporaine, ethnomusicologue, qui travaille sur les musiques urbaines du Levant et sur la Grèce et le monde arabe. Cette activité scientifique menée par les membres s'inscrit dans la programmation de l'école, en particulier dans la section antique et byzantine. Cette section était placée sous la responsabilité d'abord d'Arthur Muller, qui a quitté ses fonctions en août dernier, puis de Julien Fournier, directeur des études. Les sites autorisés à la fouille cette année ont été Dikilitash, Délos, Delphes, et en collaboration avec les éphories locales, ont été ouverts 2 chantiers à Thasos. Hors de Grèce, l'école française a travaillé en Albanie, à Gortche et à Bilis, et à Chypre, à Klimonas, près d'Amathonte. Il n'est pas question de vous présenter l'ensemble de ces travaux, je vous en fais une brève sélection. Tout d'abord, dans le nord de la Grèce, à Dikilitash. Il s'agit d'une opération menée par Pascal Darc et Zoïde Sirtsonis du CNRS, en collaboration avec la Société archéologique d'Athènes, représentée par Madame Haido Koukouli Chrysantiaki, et financée par le ministère des Affaires étrangères et par l'INSTAP. Elle a donné, cette fouille, cette année, des résultats remarquables grâce à la mise au jour d'une maison du néolithique récent, qui est une période qui était très peu connue sur le site jusqu'à présent, c'est-à-dire une période qui est aux alentours de 4200 avant Jésus-Christ, une des époques les plus anciennes de l'occupation de ce tel préhistorique. Le plan complet de la maison n'est pas connu, puisque les niveaux d'occupation plus récents sont venus perturber les installations anciennes. Le sol de la maison était cependant bien préservé, dans certaines zones où ont été découverts des ensembles remarquables, de vases, comme ici, mais aussi d'autres objets, une applique zoomorphe en terre cuite, complète, qui appartient vraisemblablement à un décor architectural. Plusieurs vases complets, dont un à colle, qui présente un décor peint au graphite du néolithique récent. Plus intéressant encore, la couche de destruction a fourni aussi des éléments de parure constitués de perles en pierre, et un second ensemble a livré une douzaine d'anneaux en conquilles de spondyle, ainsi que des anneaux en terre cuite. Il s'agit d'un matériel dont la présence est étonnante dans un contexte domestique. On trouve d'habitude ces objets de parure plutôt dans des tombes. D'après certains indices, il semble qu'il s'agisse d'un atelier du néolithique récent, ce qui serait une grande première dans cette région de la Grèce. Par ailleurs, une centaine de poires carbonisées ont été découvertes dans une jarre presque complète et datée du néolithique récent. C'est la première fois qu'on trouve ce type de fruit dans un tel état de conservation pour cette époque aussi haute. La maison a été détruite par un incendie qui, dans les zones de magasins, a carbonisé sans flamme les vestiges végétaux. Cette fouille va permettre de préciser l'environnement et les ressources naturelles au néolithique récent en Thrace orientale. C'est une des grandes belles découvertes de la programmation de 2012. À Thasos, le chantier qui s'inscrit dans le programme à bord nord de l'Artémision est mené par Arthur Muller en collaboration avec l'Éphorie des Antiquités classiques et préhistoriques et de l'Éphorie byzantine, ainsi qu'avec Francine Blondet du CNRS et Platon Petridis de l'Université d'Athènes. Cette fouille concerne un secteur occupé de l'époque archaïque à l'époque paléochrétienne. Cette année, les niveaux archaïques qui sont apparus étaient exceptionnellement bien conservés en profondeur. Et la partie supérieure, les états byzantins avaient été reconnus dans les fouilles des années précédentes. Les travaux de 2012 ont confirmé et précisé, dans et sous l'aile de la maison proto-byzantine, une remarquable permanence du bâti. Sur le même plan, ou quasiment, c'est fondamentalement le même édifice qui a perduré du VIe siècle avant Jésus-Christ au IVe siècle après Jésus-Christ. Et vous le voyez sur ces diapositives ici, la superposition des murs à travers le défilé des siècles. Et cette maison a survécu, et le plan de cette maison a survécu au moins partiellement dans la demeure proto-byzantine
jusqu'aux alentours de 600 après Jésus-Christ. Une telle permanence est assez surprenante. Elle ne peut s'expliquer, selon les fouilleurs, que par une fonction religieuse ou publique, par exemple une salle de banquet liée au culte de Dionysos, située tout proche. La dernière campagne de fouilles s'est accompagnée d'une prospection géophysique autour de la zone fouillée, menée par une équipe de l'Université de Thessalonique, dirigée par le professeur Grigoris Tsokas. Cette prospection a montré que le quartier se prolonge largement vers le nord et le sud. Toujours à Thasos a été menée la première phase d'un programme intitulé L'eau à Thasos, en collaboration avec l'Ephorie, suivant un programme mené par Mme Dimitra Malamidou et par Mme Natacha Tripé. Il s'agit avec ce programme de répondre à deux objectifs. D'une part, traiter le problème posé par les inondations récurrentes de l'Agora, phénomène observé depuis quelques années au printemps et qui rend l'Agora totalement inaccessible à la visite. Et d'autre part, étudier les équipements hydrauliques de la cité thasienne dans l'Antiquité et, ce faisant, avancer dans l'établissement d'un plan topographique des vestiges et d'un système d'information géographique, un SIG. La campagne de 2012 a permis de dégager et d'étudier le réseau des égouts antiques sur l'Agora en vue de leur éventuelle remise en état. On a procédé à l'ouverture de nouveaux canaux d'évacuation et au remblaiement des zones les plus basses. Ces travaux ont permis l'assèchement rapide de l'Agora. À ces opérations programmées s'est ajoutée une opération en urgence à la demande de l'Ephorie sur la tour dite de Marmoud, qui était une découverte fortuite. Lors d'une plantation d'oliviers, une série de blocs a été déplacée par un bulldozer. Des opérations étaient nécessaires pour étudier ces blocs et elles ont été menées par Tony Manuela Kozels, architecte de l'École française d'Athènes, en poste à Thasos. L'objectif était de fouiller l'ensemble de la structure, de remettre en place les blocs et d'en proposer une restitution et une conservation sur place dans un espace enclos. La tour appartient à un réseau de tours de surveillance de l'île, avec sans doute un habitat proche, d'après une rapide prospection sur les terrasses tout autour. La carte archéologique de l'île s'en trouve considérablement enrichie et la chronologie de l'occupation est précisée grâce à un matériel de timbres amphoriques, de monnaies et de céramique. La structure date de l'époque classique avec un dernier état de l'époque hellénistique. Elle est aujourd'hui enclose dans une périphragis pour la protéger. Par ailleurs, pas moins de 9 études ont été menées sur le corpus des monnaies, des sculptures, sur la préparation du corpus des inscriptions thasiennes. Une étude topographique a été lancée sur un nouveau site en préparation d'une fouille pour 2013, au nord-ouest de l'île, en collaboration avec l'Université de Bucarest, sur le site de Sotiras, où avait été identifié un atelier amphorique en 1990 par Michel Brunet et Gilles Sintès. Les timbres amphoriques précédemment signalés sur le site appartiennent aux toutes dernières périodes du timbrage thasien, particulièrement mal connu. Alors que les plus anciens d'entre eux peuvent être datés des années 280 avant Jésus-Christ, la chronologie de leurs successeurs demeure très hypothétique. L'exploration archéologique de ce four, qui est programmée pour les semaines qui viennent, en 2013, permettra de combler cette lacune. Passons maintenant à Delphes, où l'École française a mené une première phase d'un nouveau programme de fouilles. Il s'agit du programme mené par le professeur Jean-Marc Luce de l'Université de Toulouse-Le Mirail et qui porte sur la ville de Delphes. On connaît en effet très bien le sanctuaire d'Apollon, mais on connaît beaucoup moins bien la ville qui se développe tout autour. Le programme porte, pour cette première phase en particulier, dans la partie ouest, qui se situe à l'ouest du sanctuaire d'Apollon. L'objectif de la première campagne en 2012 était triple. Il s'agissait de reprendre le relevé topographique, et en particulier dans la zone d'un habitat byzantin, inventorier tous les vestiges aujourd'hui visibles, quelle qu'en soit la période, et tenter de compléter la connaissance que l'on a de la ville par une étude géophysique menée par l'équipe du professeur Apostolos Saris de l'université de Rhétimnon. La campagne de 2012 a mis en évidence tout un réseau de terrasses et de circulation qui constitue la trame urbaine de la ville, et en particulier a mis en évidence pour le VIe siècle un système de terrasses qui détermine un premier réseau de rues dont on peut restituer deux logiques, on peut restituer quelques éléments. L'implantation des rues, ceci pour la prospection géophysique, et les différentes techniques qui ont été utilisées pour essayer de repérer les alignements de murs et les zones de circulation.
L'implantation des rues semble, dans ce secteur, avoir obéi à deux logiques qui, dès l'époque archaïque, s'articulent l'une à l'autre. La première, qui consiste à suivre les courbes de niveau, relève d'une forme d'opportunisme, d'un esprit pratique, comme on le trouve à Lato. Les rues suivent les courbes de niveau et ne les recoupent pas. La seconde tendance est le caractère centripète d'un réseau urbain orienté vers le sanctuaire, qui en constitue le centre névralgique, domaine sacré, mais aussi lieu politique qui abritait le bouleuterion de la cité. À l'époque romaine, tardive et proto-byzantine, où le village a colonisé le sanctuaire, l'occupation semble avoir été de plus en plus dense, conduisant à construire sur les espaces publics, et c'est là qu'on constate effectivement que les voies d'accès ont été urbanisées à cette époque. À Délos, pas moins de 20 équipes se sont succédées sur le terrain pour étudier différents monuments. Des monuments des plus prestigieux, comme l'Artémisione, avec l'équipe de Jean-Charles Moretti du CNRS, aux plus humbles et modestes, les latrines des maisons du quartier du Théâtre, avec une étude menée par Alain Bouet de l'Université Toulouse Le Mirail, en passant par les plus difficiles, le fameux GD42 par Agnès Févé, ou les plus tardifs et qui avaient été négligés jusqu'ici, le mur de Triarius, c'est-à-dire le mur de clôture qui protégeait Délos des invasions, étudié par Stéphanie Maillot de l'Université de Clermont-Ferrand. Je retiendrai ici les deux opérations suivantes. D'une part, l'opération menée sur la maison de Fourny par Hélène Viancer de l'Université de Lyon 2, en collaboration avec l'atelier de restauration du musée d'Arles et soutenue financièrement par la Banque postale de Grèce. Au sud de cette grande maison, la maison de Fourny est une maison qui se trouve à l'extérieur du quartier du Théâtre et à l'extérieur de la ville de Délos. Au sud de cette grande maison, donc située à l'extérieur de la ville, ont été trouvées en 2012, grâce à la campagne, des pièces de construction très simples et très modestes qui appartiennent probablement à des dépendances agricoles ou artisanales. On a dégagé au sud-est un espace que vous voyez ici, pavé d'éclats de terre cuite, posé de champs et noyé dans un mortier, ainsi qu'un sol de terre battue. Toute la zone sud de cette maison, par son mode de construction, d'implantation et de matériel, des vases enfoncés dans le sol par exemple, apparaît manifestement comme un espace lié aux activités agricoles ou artisanales de la maison. Cette découverte, même si elle peut paraître très modeste, montre que la maison de Fourny pourrait ne pas être seulement une maison de résidence secondaire à la campagne, mais aussi, selon les termes de la fouilleuse, une forme précoce et exceptionnelle de la villa agricole, adaptée peut-être du modèle romain. On a poursuivi par ailleurs, suivi un programme important financé par la Banque postale, la restauration des murs, ce qui est un problème chronique à Délos sur lequel il y a énormément à faire dans les années qui viennent, et surtout la conservation et la restauration et l'analyse des mosaïques en place dans cette maison qui ont fait l'objet d'un programme particulier de l'atelier d'Arles. L'autre campagne, opération que nous avons menée, portait sur l'Aphrodisione, le temple en l'honneur d'Aphrodise, construit par Stésiléos à Délos, et c'est une campagne menée par Cécile Durvy de l'Université d'Aix-Marseille. Ont été mis au jour des fosses contenant des résidus de sacrifices et de banquets, cendres, os, céramique, et aujourd'hui on est capable, à partir de ce matériel, de suivre très précisément le déroulement des sacrifices. Les plus anciennes de ces fosses datent du début du fonctionnement du sanctuaire, aux alentours de la fin du IVe siècle. Avec la fouille et l'étude stratigraphique se dessine un nouvel aperçu sur l'évolution du sanctuaire. À l'époque classique, la zone est un espace artisanal avec probablement une carrière de granit. Dans les dernières années du IVe siècle, vient s'installer le sanctuaire de Stésiléos dédié à Aphrodite. Ce sanctuaire, vous le voyez sur la photographie aérienne, comprend un petit temple, un petit oikos de construction soignée, probablement destiné à accueillir les offrandes, et un autel orienté vers l'est, plus un certain nombre de fosses sacrificielles. Le sanctuaire constitue alors un élément nouveau, dans un quartier nouveau, gagné sur le tracé du cours d'eau, appelé l'Inopos, qui traverse une partie de l'île. Au IIIe siècle, le sol du sanctuaire est rehaussé, sans doute en raison d'une humidité persistante. L'autel est alors surélevé une première fois, et vous l'apercevez sur l'une des photos où on voit que la fondation de l'autel a été augmentée. Et c'est à cette occasion que, de manière intentionnelle ou non, son orientation est légèrement modifiée. Parmi les 16 campagnes différentes menées à Délos, qui ont porté sur les terres cuites architecturales, le corpus des inscriptions, les décors sculptés des monuments,
On signalera plus particulièrement la reprise d'un dossier ancien, du dossier de restauration de la statue portrait de Gaius Ophélius, qui a fait l'objet d'une mission d'étude conduite par Nikos Minos, directeur du service de restauration du ministère de la Culture, et par Fannis Constantatos, restaurateur à l'École française d'Athènes. L'école proposera en 2013 un nouveau programme de restauration et de présentation de cette statue. Enfin, l'École française d'Athènes a travaillé en 2012 à la mise au point d'un nouvel outil d'investigation sur le terrain, un système d'information géographique, un SIG, en ligne, qui est à l'état expérimental et en cours d'achèvement. Ce SIG, en cours de réalisation, exploite l'atlas archéologique réalisé par le laboratoire d'architecture antique du CNRS sous la direction de Jean-Charles Moretti dans les 10 dernières années. Cet atlas doit être très prochainement publié sous un format papier et nous sommes en train de faire son exploitation en ligne pour pouvoir recenser la totalité des vestiges présents dans l'île et du matériel et des objets, sculptures, inscriptions encore visibles dans l'île. À Argos se sont déroulées 6 missions d'études. Parmi celles-ci, on signalera celle qui concerne le musée d'Argos, qui est un musée où l'École française a énormément investi lors de sa construction et qui est appelé à évoluer et à changer dans les années qui viennent. L'École française a procédé à l'inventaire systématique du matériel des fouilles, issus des fouilles françaises en particulier, en vue du déménagement des collections dans un très proche avenir. Cette opération a été menée par Clarisse Prêtre et Gilles Touchet. Sur le terrain, un nettoyage des vestiges hellénistiques a été mené sur la colline de l'Aspis, pas seulement sur ces vestiges, mais c'est cela que je vais vous présenter. Il s'agit de l'étude du rempart hellénistique menée par Sylvian Fachard. À cette occasion a été découvert un beau mur polygonal, c'est la diapositive précédente ici, construit en avant du rempart et conservé sur plus de 25 mètres. Il appartient sans doute à un renforcement du circuit de la fortification vers l'extrême fin du IVe siècle avant Jésus-Christ. Il trahit la volonté de bénéficier d'une solide défense indépendante de la ville basse et offrant ainsi un refuge en cas de nécessité. Cette valorisation du dispositif défensif de la colline, que l'on ne connaissait pas du tout et qui est apparu l'an dernier, suggère qu'elle fut amenée à jouer un rôle nouveau dans la stratégie défensive de la cité qui reste à étudier plus en détail. Descendons maintenant en Crète, où ont été poursuivies plusieurs campagnes d'études, à Itanos et Adreros, sur lesquelles je passe rapidement. À Malia, plusieurs études ont été menées, en particulier une étude menée par Maud de Volder sur un dossier d'une fouille ancienne de l'École française d'Athènes, menée par André de Seine, sur un ensemble de magasins qu'on appelle les magasins de Seine aujourd'hui, situés au sud-ouest du palais. Le plan, la chronologie, c'est un bâtiment qui se situe dans l'époque proto-palatiale, c'est-à-dire aux alentours du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, ainsi que les phases d'utilisation ont pu être précisées et les fonctions du bâtiment aussi. On a maintenant la certitude qu'on a affaire à un grand bâtiment unique avec une première en 2 phases, une première phase d'habitation et une deuxième phase de construction de magasins et de stockage. Un programme de conservation a été mis au point pour l'année 2013. En matière d'opérations de terrain en Grèce, l'École française d'Athènes a eu aussi un autre plaisir, celui de collaborer avec l'équipe du Zea Harbour Project, sous la direction de Bjorn Loven et de l'Institut danois. Il s'agissait d'une opération de sondage sous-marin dans le port du Pirée, à laquelle l'École française s'est associée, car le projet était issu, pour cette partie de sondage sous-marin, d'un séminaire présenté en 2011 par Kosmas Pavlopoulos de l'université Charokopiou et d'Éric Fouage de l'université de Paris IV, un séminaire qui avait eu un grand succès et qui s'intitulait « Lorsque le Pirée était une île ». L'École française d'Athènes a soutenu ce projet d'études géomorphologiques dont le but est d'analyser l'histoire et la formation des ports du Pirée, en particulier les interactions entre les installations humaines et les facteurs naturels, surtout la dynamique des cours d'eau qui en Attique est extrêmement structurante. Les analyses sont en cours pour obtenir ces résultats, nous devrions les avoir en 2013. L'École française hors de Grèce a travaillé à Chypre, à Amathonte, près de Limassol, dans une mission cofinancée avec le ministère des Affaires étrangères. Suite à plusieurs années consécutives de fouilles, ont été privilégiées des campagnes d'études pour 2012, du matériel, en particulier le matériel issu des fouilles des magasins du Palais, sous la direction du professeur Thierry Petit de l'Université de Laval, où sont apparus des niveaux de l'époque géométrique pour la première fois, et du matériel issu des fouilles du Rempart, sous la direction du professeur Pierre Aupert.
Ces campagnes d'études ont donné des résultats intéressants. Je vous en signale un ici présent à l'écran, en particulier au Rempart, dans une fosse fouillée dans le secteur nord, où avait été découvert un abondant matériel archaïque. Et dans ce matériel, plusieurs figurines en pierre ou en terre cuite, une Aphrodite astartée en calcaire, se tenant les seins et portant un double collier, trouvé en 2 exemplaires identiques, rappellent les 4 déesses nues du sarcophage de la collection Cesnola, que vous avez à l'écran, sarcophage qui est aujourd'hui au Metropolitan Museum à New York. Et on a là un élément d'iconographie qui est assez caractéristique. À Chypre toujours, mais pour une époque beaucoup plus ancienne, sur le site de Klimonas, près d'Amathonte, je vous avais dit l'an dernier qu'on avait découvert une grande structure circulaire de 10 mètres environ de diamètre. Et cette structure circulaire est très intéressante puisqu'elle date d'une des époques les plus hautes de l'occupation de Chypre, du 10e millénaire avant Jésus-Christ. Et c'était la première fois qu'apparaissait une telle structure à Chypre. Jusqu'à présent, 2 exemples étaient connus, au Levant, en Syrie en particulier. La campagne de 2012 a continué d'explorer cette structure tout à fait intéressante. Il s'agit d'une mission menée par l'École française d'Athènes, le CNRS, le Muséum national d'histoire naturelle à Paris, le ministère des Affaires étrangères et l'INRAP. Et il est placé, cette opération, elle est placée sous la responsabilité de Jean Guilaine du Collège de France et de Jean Denis-Vigne du CNRS. La campagne 2012 a permis de préciser les phases d'occupation, surtout postérieures au grand bâtiment, des phases qui s'étalent entre 9000 et 8600, avec une rupture et une reprise au néolithique finale entre 4500 et 4000. Cette année, l'analyse des prélèvements de terre dans le sol de cette maison, pour l'époque la plus ancienne, a pu mettre en évidence, pour le début du 10e millénaire, la présence de blé amidonnier, céréales importées du continent et de ce fait probablement cultivées à Chypre à une époque aussi haute. L'étude de l'outillage lithique de cette époque a fait apparaître de l'obsidienne de Cappadoce. Ces indices montrent donc que l'île de Chypre, dès le début du néolithique, était en contact étroit avec le continent et ce sont des résultats très importants pour l'histoire de l'île. L'École française d'Athènes, en dehors de la Grèce et de Chypre, a mené des campagnes de fouilles et d'études en Albanie. Plusieurs missions ont été conduites à Dourès, à Soviane et à Bilis. En particulier, je ne parlerai que de cette mission ici, la mission franco-albanaise du bassin de Gortché, soutenue par le ministère des Affaires étrangères, a poursuivi la prospection dans la zone du lac Malik, c'était la 6e campagne. Dans ce lac, la mission a localisé de nouveaux sites d'occupation, et cette fois-ci pour les époques plus récentes, les périodes romaines et médiévales, et elle a ainsi pu préciser les phases de l'occupation humaine des abords du lac en relation avec les variations du niveau du lac. On a donc là une étude très intéressante de géomorphologie et d'archéologie, à laquelle participe donc Cécile Oberweiler de l'École française d'Athènes et maintenant Antoine Chabrol. La section antique et byzantine a aussi poursuivi son activité en organisant, comme d'habitude et comme chaque année, une série de séminaires épigraphiques ou des séminaires du lundi, avec un programme très chargé, et surtout 2 colloques que je vous rappelle ici. Le colloque Tipoi, au mois de septembre, qui est un colloque numismatique organisé en collaboration avec l'École belge d'Athènes, et le colloque Entrepôt, au mois d'octobre aussi, à la fin du mois d'octobre, et qui est un exemple de programme de l'école française financé par une institution française, l'Agence nationale pour la recherche, et mené en collaboration avec l'Université d'Aix-Marseille et le laboratoire d'architecture antique du CNRS. Ce programme, qui s'est déroulé sur plusieurs années et qui s'est achevé par ce colloque, a permis de conduire une étude sur les entrepôts, les marchés et les circuits de distribution dans le monde grec et romain, et de faire apparaître une mondialisation économique avant l'heure. Une base de données a été constituée et sera hébergée prochainement sur le site de l'École française d'Athènes. À côté de cette activité très abondante et fournie que j'ai volontairement réduite cette année, la présentation que j'ai réduite cette année, se trouvent les activités de la section moderne et contemporaine. Depuis 2011, la section a reçu une nouvelle impulsion pour se structurer en opérations sur programme et construire de nouveaux partenariats. Placée sous la responsabilité de Maria Kouroukli, son action en 2012 a été très soutenue. Sur le terrain, dans le cadre du programme Globalisation et Européanisation dans les Balkans,
C'est un programme dirigé par Kira Korinkowski et Pierre Sintès. Des enquêtes ont été menées à Rhodes en juillet 2012 et en Roumanie. Il s'agissait d'étudier des cas précis et récents de migration où se mêlent histoire nationale, évolution internationale, trajectoires individuelles et stratégies sociales. À Rhodes, le village retenu pour l'enquête est le village de Kritika, établi à la fin du XIXe siècle pour accueillir les musulmans fuyant la Crète au moment de l'insurrection de 1892. Dans le cadre du programme Chrétiens et musulmans de Thrace occidentale depuis 1923, religion et politique, des enquêtes de terrain ont été menées en mai et juin 2012 à Salonique et aux archives du ministère des Affaires étrangères à Athènes, sous la conduite d'Isabelle Després. La collecte des données issues de trajectoires individuelles, ici des membres de la communauté musulmane de Thrace dans les années 1980, vient enrichir et nuancer l'histoire officielle d'une histoire vécue et transmise oralement. Le programme Paris-Athènes, que vous avez ici à l'écran, 1919-1939, a été mené en collaboration avec le musée Benaki et l'université de Réthymnon. Il a donné lieu, après 4 années de travaux inscrits dans le contrat quadriennal précédent, il a donné lieu à un colloque de clôture en janvier 2012 qui a fait le point sur les relations culturelles entre les deux pays dans cette période de l'entre-deux-guerres. Le colloque a pu montrer comment les relations culturelles bilatérales furent particulièrement intenses dans cette période où intellectuels grecs et intellectuels français trouvent des raisons renouvelées de visite et de séjour en un double voyage particulièrement fécond dans les domaines artistiques et ont été explorés avec grand succès les domaines de l'architecture, la peinture, la littérature, mais aussi la mode et la musique. La section a organisé par ailleurs 3 autres colloques liés au programme de recherche qu'elle développe. Les conversions à l'islam en Asie mineure et dans les Balkans, aux époques seldjoukides et ottomanes, d'une part, et regard croisé sur l'historiographie française et grecque de la Métapolitefsie à nos jours, 1971-2011. Ce dernier colloque était organisé en partenariat avec la Fondation nationale de la recherche scientifique grecque et la Société des historiens Mnemon. Enfin, à la rentrée, un 4e colloque a été organisé. Il portait sur la pensée de Kostas Axelos dans le monde contemporain et il a été organisé sous la responsabilité de Servane Jolivet, ancienne membre de l'École française d'Athènes, et de Katerina Daskalaki, en partenariat avec le Centre d'études ionien. Kostas Axelos est une très grande figure de la philosophie grecque des années 1960-1990 et le succès de cette rencontre, organisée ici à Athènes, a montré combien c'était une pensée encore vivante. L'activité de la section s'appuie sur des partenariats solides en Grèce. 2 exemples. Avec la British School of Athens a été organisée la journée d'études internationales Balkans dans le cadre des rencontres Histoire et Anthropologie et qui a réuni un certain nombre de spécialistes. D'autre part, avec la faculté d'histoire de l'Université d'Athènes et l'Université Pandion, a été organisé un séminaire ouvert d'histoire économique consacré à l'étude de l'histoire des entreprises en Grèce au XXe siècle. Dernier partenariat, et non le moindre, avec l'Institut français de Grèce, cette table ronde organisée ici même sur la gouvernance des migrations et où a participé Maria Kouroukli. Enfin, pour parvenir à structurer un vivier de jeunes chercheurs, la section moderne et contemporaine développe aussi des coopérations en France qui sont moins visibles ici mais que je vous signale. Ainsi s'est tenue à Paris, à l'INALCO, la 4e journée d'études du programme « Les relations interconfessionnelles dans le sud-est européen et la Méditerranée orientale » depuis 1850. À côté de cette activité de recherche répartie dans ces 2 sections et qui est extrêmement fournie, comme vous le voyez, l'École française d'Athènes mène aussi des opérations de diffusion et de valorisation. En 2012, elle a poursuivi les projets entamés en 2011, en particulier autour de la base de données qui permet l'exploitation de son fonds d'archives photographiques et graphiques qui s'intitule Archimage et qui, à terme, donnera accès à l'ensemble de la documentation archivée à l'École française d'Athènes et publiée.
Et l'école a par ailleurs mis au point des outils nouveaux au service des chercheurs, en particulier les carnets numériques, qui sont un moyen de stocker les données scientifiques produites par les missions au fur et à mesure de leur production et de leur travail par un système d'espace serveur mis à disposition de l'ensemble des équipes qui travaillent pour l'école. Par ailleurs, la chronique des fouilles en ligne, développée avec la British School, a été enrichie d'un mode de consultation par image, mis au point par notre service informatique, et qui permet de feuilleter facilement l'ensemble des notices en ligne, plusieurs dizaines de milliers. La chronique en ligne constitue un outil très utilisé par la communauté des chercheurs. C'est un très gros travail que font les deux écoles. C'est un cas de collaboration franco-britannique particulièrement heureux. Et je tiens à remercier Catherine Morgan, ici présente, de son infatigable disponibilité pour ce travail de longue haleine que nos deux institutions portent au service de la communauté des chercheurs à Athènes. Enfin, un guide numérique du site de Delphes a été développé sous forme d'application téléphonique. C'est un projet réalisé en collaboration avec Madame Salty et Fort de Delphes, avec laquelle nous avons travaillé pour mettre au point les images, les textes et la présentation du site. C'est un projet qui a été réalisé en grande partie par Amélie Perrier et notre collègue Petrochilos. C'est un projet parrainé par l'association Diazoma et réalisé sous forme de mécénat par la société Apt Information System, que je veux remercier ici. Le projet a été validé par le CAS il y a quelques semaines et le produit sera disponible à la vente prochainement et permettra une visite géoréférencée sur le site avec des explications fournies sur le téléphone, aussi bien des reconstitutions que des photos d'archives et des enregistrements musicaux. En particulier, l'hymne d'Apollon a été enregistré et pourra être écouté sur place. En matière de publication, l'École française d'Athènes, en 2012, a produit les 8 volumes suivants. D'une part, le volume lié au centenaire des fouilles françaises à Thasos, publié par Arthur Muller et Dominique Mullier, le guide du Forum de Philippe par Michel Sèvres et Patrick Weber, et la version grecque du guide de Thasos par Yves Grandjean. Par ailleurs, l'École française d'Athènes a publié un volume qui était très attendu, Le choix d'inscription de Delphes, traduite et commentée, qui est un ouvrage de référence pour à la fois la communauté des chercheurs, mais aussi pour les jeunes chercheurs, puisque c'est là que se trouve quasiment le manuel de l'épigraphie delphique, réalisé par Anne Jacquemin, Dominique Mullier et Georges Rougemont. Par ailleurs, l'école a publié en coédition les actes d'un des colloques réalisés dans le cadre du programme ANR dont je vous parlais tout à l'heure, Entrepôt, tout vendre, tout acheter, structure et équipement des marchés antiques, des actes réunis par Véronique Chankowski et Pavlos Karvonis. Autre publication en coédition autour de les sociétés méditerranéennes face au risque, en 2 volumes. C'est un programme que je vous signale parce qu'il est réalisé aussi dans le cadre du réseau des écoles françaises à l'étranger, qui est un réseau dans lequel l'école française d'Athènes s'inscrit, avec la Casa Velasquez, l'école française de Rome, l'Institut français d'archéologie orientale en particulier. L'école a publié les 2 volumes du BCH, le 134.1 et le 134.2, et travaille au fascicule suivant. Enfin, et pour finir ce tableau de l'activité de l'école en 2012, l'école française d'Athènes a participé aussi à l'organisation d'expositions, en France comme en Grèce. Dans le cadre des manifestations de Marseille, capitale européenne, en 2013, en collaboration avec l'Université d'Aix, l'école française d'Athènes a participé à la préparation de l'exposition sur le trésor des Marseillais de Delphes au musée de la Charité. À cette occasion, 18 blocs du trésor ont été exceptionnellement prêtés par l'État grec, alors qu'il s'agissait de patrimoine inamovible, et ont été présentés pour la première fois à Marseille avec un succès considérable, puisque l'exposition a eu lieu au début 2013. Et là, le catalogue réalisé par Philippe Joquet, Antoine Hermary et Hélène Aurigny et un certain nombre d'autres collègues a permis la présentation de ces blocs avec tout l'appareil scientifique nécessaire. L'autre exposition à laquelle l'École française d'Athènes a été associée est une exposition qui a lieu en ce moment à Thessalonique. Elle est au musée archéologique de Thessalonique et elle porte sur l'armée d'Orient et l'archéologie. L'École française d'Athènes y a participé par le prêt d'un certain nombre d'archives et un texte qui porte sur cette histoire que j'ai rédigé à l'occasion de cette exposition.
un programme de recherche sur l'œuvre de l'armée d'Orient, et pas seulement l'œuvre archéologique, mais l'œuvre en général, médicale, économique, sociale, sera lancé en 2013 sur l'armée d'Orient, à partir de 2013 et pour les années qui viennent. Cette exposition est en ce moment à Thessalonique et connaît un grand succès. Voilà résumé de manière trop rapide, un an d'activité de l'École française d'Athènes, dans une conjoncture qui n'est pas facile pour tous, mais particulièrement ici en Grèce, nous le savons tous. C'est pourquoi, malgré ces difficultés, je crois particulièrement important de multiplier les coopérations et d'ouvrir cette belle maison qui en a les moyens et qui en a la force à de nouveaux projets et à de nouveaux partenariats. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant donner la parole à Jean-Yves Empereur, que je suis à titre personnel et institutionnellement aussi vraiment ravi d'accueillir ici. Il n'est pas utile, je pense, de présenter Jean-Yves Empereur longuement. Je rappellerai seulement qu'il a été membre de l'École française d'Athènes de 1978 à 1982, puis secrétaire général de l'établissement où il a laissé un souvenir mémorable de 1982 à 1990. Il est aujourd'hui directeur de recherche au CNRS. Il a fouillé de longues années en Grèce, à Thasos en particulier, mais aussi à Chypre et en Turquie. Il est reconnu internationalement aujourd'hui comme spécialiste des ports et des amphores. Mais en réalité, depuis 1990, année où il a fondé le Centre d'études alexandrines, il s'est consacré à la ville d'Alexandrie et à son histoire. Depuis sa fondation jusqu'à nos jours, car Jean-Yves n'est pas seulement un archéologue, mais c'est un passionné de la ville d'Alexandrie et en particulier de son histoire contemporaine. Il s'y est consacré avec une efficacité et une générosité qui sont sa marque propre, que nous avons été plusieurs à éprouver. Je suis donc très heureux de lui céder la place maintenant. Jean-Yves, à toi. Monsieur l'ambassadeur, αγαπητοί συναδελφοί, αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι με μια ειδική χαρά που απάντησα στη πρόσκληση του διευθυντή της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, του κυρίου Αλέξανδρου Φαρνού, να παρουσιάσω μπροστά σας μερικά αποτελέσματα των ανασκαφών μας στην Αλεξανδρία, Αιγύπτου. Je vais continuer pour laisser un peu de travail à la traductrice. Et donc, vous présenter brièvement, comme vous le voyez, 23 ans de travail à Alexandrie depuis la fondation du Centre d'études alexandrines. Cette équipe du CNRS, du Centre national de la recherche scientifique, qui est basée de façon permanente à Alexandrie, grâce au financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, grâce aussi au ministère des Affaires étrangères et européennes. Nous avons commencé nos travaux à Alexandrie par l'urgence. En effet, cette ville a connu, à partir de 1990, un renouvellement immobilier extrêmement rapide. On a construit de nouvelles tours à l'emplacement des immeubles anciens. Et donc, il y a eu là, je dirais, une sorte de fenêtre de tir pour procéder à des fouilles de sauvetage urbain. Et c'est ainsi qu'a commencé notre travail à Alexandrie. Mais, comme l'a souligné tout à l'heure Alexandre Farnou, nous sommes intéressés évidemment à notre environnement et à l'histoire longue d'Alexandrie, à l'Alexandrie médiévale, à l'Alexandrie ottomane, à l'Alexandrie cosmopolite, à l'Alexandrie contemporaine. Je vous montrerai ici quelques acquis que l'on peut considérer comme certains dans la topographie urbaine, dans les espaces cultuels, dans l'habitat des Alexandrins, dans l'approche des nécropoles alexandrines, ainsi que dans la Chora alexandrine. J'espère que c'est le bon bouton, oui.
Et je commencerai par la topographie, mais je choisirai seulement quelques exemples parce qu'évidemment, 23 ans de travail ne se résumeraient pas en quelques dizaines de minutes. Et donc, je commencerai par vous montrer ce que nous pouvons faire à partir de l'étude des cartes et de la prospection géomorphologique. Voici une carte qui a été dressée par les savants qui accompagnaient Bonaparte entre 1798 et 1801 et qui présente donc le centre d'Alexandrie. Et ici, vous voyez que l'îlot de Pharos, qui était indépendant du continent, est relié désormais par un tombolo, par un isthme qui mesure plus d'1 kilomètre de large. Et c'est sous ce tombolo qu'il fallait chercher ce qu'on appelle l'heptastade, c'est-à-dire cette chaussée avec 2 ponts qui permettait de relier justement à pied sec l'île de Pharos au continent. Cette carte tout à fait remarquable a été dressée par un Égyptien en 1865-1866 et un Égyptien, Mahmoud el-Falaki, qui en fait donc a procédé à plus de 200 sondages archéologiques à une époque où Alexandrie était beaucoup moins développée. Et si son système de rues orthogonales est extrêmement sûr, comme nous le prouvent les fouilles que nous avons effectuées depuis, en revanche, il a l'honnêteté de signaler qu'une des parties les plus faibles de sa démonstration est le tracé de l'heptastade, ce qui nous a amené à nous y intéresser. L'Alexandrie d'aujourd'hui a donc un urbanisme extrêmement dense, extrêmement serré, et c'est au milieu de ces immeubles modernes qu'il fallait retrouver le tracé de la chaussée-pont. L'Université de Paris VI a donc entrepris, en collaboration avec le service archéologique égyptien sous le pilotage de notre équipe du Centre d'études alexandrines, une série de mesures électriques, magnétiques, radars, sismiques, dans les petites rues de la ville ottomane, les rues orientées est-ouest. Et ils sont parvenus à corroborer avec toutes leurs méthodes différentes, que vous voyez ici, au milieu de la circulation, une anomalie qui montre en fait que l'heptastade se trouve non pas, comme le croyait Mahmoud el-Falaki, dans une position oblique, mais dans la continuation du réseau orthogonal des rues de la ville sur le continent. Et cette position est particulièrement remarquable car elle se trouve exactement dans la prolongation du grand sanctuaire d'Alexandrie, du sanctuaire de Sarapis, qui se trouvait sur l'acropole d'Alexandrie, l'Akra, qui montait au moins à 25 mètres de hauteur, dans un paysage particulièrement plat. Et c'est donc une rue tout à fait théâtrale qui apparaît maintenant sur donc non seulement cette stade, c'est-à-dire à peu près 1300 mètres de longueur, mais également sur la prolongation à la centaine de marches qui menaient en haut vers le sanctuaire de Sarapis. Et voilà la carte que nous pouvons rectifier, la carte de Mahmoud el-Falaki, avec donc cette différence que nous avons trouvée, sans fouiller, simplement par anomalie de surface, anomalie mesurée à partir de la surface de l'heptastade, qui connaît maintenant donc un nouveau tracé. De la même façon, nous avons entrepris de localiser, de cerner les différentes enveloppes de la ville, les différentes murailles. Le travail est actuellement en cours. Nous avons eu déjà plusieurs succès, mais il convient maintenant de continuer vers l'est donc ce travail de délimitation de la muraille, des murailles alexandrines, puisqu'il y en a au moins 3 qui se succèdent à travers son histoire depuis la fondation jusqu'à l'époque médiévale. L'habitat domestique dans l'Alexandrie hellénistique et romaine est aussi une de nos découvertes récentes, puisque ce sont les fouilles de sauvetage, encore une fois, qui nous mènent. Nous n'avons pas de programme de fouilles systématiques, ce sont en fait les promoteurs les promoteurs immobiliers qui fixent notre programme de fouilles. Ici, d'ailleurs, vous voyez des colonnes de béton moderne qui ont déjà été enfoncées dans le sous-sol, et c'est presque par miracle qu'est apparue cette salle à manger
Cette salle à manger avec son entrée ici, son motif central, et ici l'espace délimité pour les lits des convives. Vous voyez le plan ici, donc l'entrée, et ici donc l'espace pour les banqueteurs, avec au centre un motif tout à fait intéressant de rosace, d'une mosaïque extrêmement simple et rare en Égypte, une mosaïque de galets noirs et blancs, qui trouvent ses parallèles en Macédoine. Donc il s'agit, après la dépose de cette mosaïque, puisque nous sommes obligés de vider de tout le mobilier et, comme selon les possibilités de l'immobilier, donc les terrains de fouilles pour les laisser aux promoteurs, fouiller sur cette mosaïque nous a indiqué qu'elle datait de la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ ou du tout début du IIIe siècle, c'est-à-dire la première génération d'Alexandrins. Ce qui nous montre qu'Alexandre le Grand était arrivé dans sa nouvelle fondation non seulement avec ses généraux, avec ses troupes, mais également avec ses artisans qui recréaient un nouveau cadre urbain semblable à celui qu'ils avaient quitté dans leur Macédoine natale. Juste un autre exemple, j'aurais pu les multiplier, d'une autre maison, cette fois-ci d'époque romaine. Nous sommes en 150 après Jésus-Christ, cette fois. Et là encore, une des spécialités alexandrines, puisque à chaque fois que l'on fait un trou dans le sous-sol alexandrin, non seulement on est sûr de trouver quelque chose, ce qui provoque évidemment bien des problèmes pour les habitants de la ville moderne, mais aussi, dans les maisons, souvent des sols tapissés de mosaïques. C'est ainsi que nous avons trouvé une autre salle à manger, donc beaucoup plus récente que celle que je vous ai montrée tout à l'heure, avec là aussi l'espace réservé pour les lits. L'entrée se trouvait ici et la méduse centrale, dont vous avez une image sur l'invitation à cette soirée, cette méduse était censée pétrifier de son regard les intrus qui se seraient invités au banquet sans y avoir été donc les bienvenus. Et il s'agit ici d'un médaillon, comme on l'a pu le constater en déposant la mosaïque et en la restaurant, donc une sorte de disque d'argile sur lequel le motif central, en toute petite tesselle de quelques millimètres de côté, était composé sans doute dans la boutique du mosaïste, alors qu'en revanche, les tesselles ici sont plus grandes et étaient sans doute composées sur place dans la maison même. Alors, je vous parle déjà de dépose, et donc ces travaux d'urgence nécessitent une chaîne opératoire un peu particulière, puisqu'on est obligé d'enlever tout ce mobilier et de procéder à une restauration immédiate. Les autorités égyptiennes, le Conseil suprême des Antiquités, nous a dévolu un bâtiment qui est une forteresse qui a été construite par un Français, un colonel de l'armée, Galisbey, qui était dévolu au service de Mohamed Ali par la France. Et c'est dans cette bâtisse, avec ses murs de 3 mètres d'épaisseur, que nous stockons, nous étudions, nous restaurons tout le mobilier qui est mis au jour au cours de nos fouilles urbaines. Et là, des ateliers de restauration divers, depuis le recollage de la céramique, mais aussi d'études, c'est-à-dire de caractérisation des matériaux. Par exemple, ici, avec un appareil qui XRF 1 Eaton, nous arrivons à caractérisé chimiquement. Donc vous avez des éléments chimiques qui apparaissent automatiquement ici, à des mesures qui durent quelques secondes, quelques minutes au plus. Donc des groupes de céramique qui permettent aux céramologues de les classer dans une chronotypologie en précisant à la fois donc leur datation et leur provenance. Des ateliers de restauration d'objets provenant de l'eau de mer, on y reviendra, des objets organiques, des objets métalliques également sont restaurés au sein de ce grand laboratoire avec des monnaies qui sortent par milliers. Actuellement, on doit dépasser le cap des 20 000 monnaies trouvées, donc à peu près 1 millier bon an mal an, au cours de nos fouilles de sauvetage. Vous voyez ici un portrait de la célèbre Cléopâtre, donc, qui est mise au jour au cours d'une de nos fouilles, des ateliers aussi de restauration de mosaïques,
C'est là que je voulais en venir, vous montrer eh bien, que nous avons à restaurer des mètres carrés et des mètres carrés, des dizaines de mètres carrés, des centaines de mètres carrés de mosaïques très diverses, d'époques donc qui vont depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à l'époque romaine tardive. Voilà un exemple que j'ai choisi parmi d'autres d'une mosaïque nilotique, donc qui, avec son décor d'hippopotame qui essaie de manger un poisson ou de crocodile ici, avec un pygmée qui essaie aussi de chasser au milieu de ce décor nilotique. Et le motif central est celui d'un banquet, encore une fois. C'est une salle à manger rupestre sous un dais et allongée sur des matelas. On voit les banqueteurs qui sont en train de regarder eh bien, une jolie danseuse du ventre à côté d'amphores à vin de ce banquet, visiblement bien arrosé à la campagne. Les espaces cultuels aussi ont connu quelques progrès dans leur identification et leur localisation, puisque le problème d'Alexandrie, c'est que tout est enfoui tout à fait profondément. En effet, la plupart de nos fouilles descendent jusqu'à 10 à 12 mètres de profondeur pour atteindre le rocher naturel sur lequel se sont installés les premiers colons. Et c'est ainsi que le Césarion, qui est un temple tout à fait particulier, un sanctuaire tout à fait particulier d'Alexandrie, puisqu'il a été construit par Cléopâtre en l'honneur de Marc-Antoine, mais terminé après leur double suicide par Auguste, eh bien ce Césarion était décrit par Philon d'Alexandrie, donc au début du 1er siècle après Jésus-Christ, comme le plus beau sanctuaire de la terre. Évidemment, Philon était alexandrin, donc un petit peu peut-être trop fier de sa ville, mais il n'empêche qu'on a des descriptions relativement précises, grâce à Philon et d'autres auteurs, de cet énorme sanctuaire qui avait été transformé donc par Auguste en sanctuaire du culte impérial. On savait qu'il se trouvait par ici, puisqu'il y avait deux obélisques qui avaient été transportés donc par Auguste en 13 avant Jésus-Christ pour marquer l'entrée du sanctuaire. Et ces obélisques eh bien, sont restés sur le sol alexandrin jusqu'à la fin du XIXe siècle. Vous avez ici une gravure de la description d'Égypte qui montre d'ailleurs des savants qui sont en train de mesurer l'obélisque et aussi de déchiffrer les hiéroglyphes qu'ils ne connaissaient pas, évidemment, c'était quelques 30 ans avant Champollion. Et devant, un autre obélisque couché qui donc subsistait encore, couché depuis le Moyen-Âge, qui subsistait, donc la paire d'obélisques était là, jusqu'à ce qu'elle soit donnée par Mohamed Ali et ses successeurs, l'un à la Grande-Bretagne, l'autre aux États-Unis. Les Anglais, en effet, sont allés voir Mohamed Ali en disant « Vous avez donné un obélisque aux Français, celui qui se trouve aujourd'hui sur la place de la Concorde à Paris, et donc notre obélisque, où est-il » Et Mohamed Ali leur a dit « Prenez celui que vous voulez ». Les Anglais, par souci d'économie, ont choisi l'obélisque couché, alors que les Américains sont venus 2 ans après, donc 1877 et 1879. Les Américains ont choisi l'obélisque qui restait. Vous pouvez le voir ici en train d'être couché, avec le drapeau américain donc, qui flotte au sommet de l'obélisque. Et ces deux obélisques donc, qui sont restés pendant 1900 ans à Alexandrie sont maintenant l'un sur les bords de la Tamise et l'autre à Central Park à New York, devant le Metropolitan Museum. Nous avions donc cette indication, ces obélisques se trouvaient par ici, d'après les gravures, on a pu reconstituer leur emplacement, et nous avons fouillé à cet endroit. Et là, eh bien, par grande profondeur encore, vous voyez la nappe phréatique qui apparaît ici, eh bien, nous avons trouvé des éléments qui nous permettent d'être maintenant sûrs que nous nous trouvons bien à l'intérieur du Césarion. En effet, une première découverte fut celle d'une statue en marbre blanc qui est en fait celle d'un empereur cuirassé. Malheureusement, la tête n'est pas conservée, mais les 2 petites pointes de barbe qui restent permettent de reconnaître, et grâce aussi au décor de la cuirasse, l'empereur Septime Sévère. Donc une première indication, il y avait là une statue officielle d'un empereur, et la confirmation est arrivée avec la découverte de cette inscription qui a été gravée sur cette colonne en l'honneur d'un magistrat qui, nous dit-on, était chargé de l'entretien des portraits des empereurs.
portrait des empereurs, ce qui corrobore le texte de Philon qui nous dit qu'il y avait à l'intérieur des statues, des tableaux, toutes sortes d'effigies des empereurs, donc dans ce culte impérial de ce sanctuaire. D'autres espaces cultuels ont aussi été localisés, mis au jour, et je me contenterai de vous en présenter un seul, récent, sur le culte de Perséphone. Nous étions ici, nous allons en dehors de la muraille, à environ 3 km du centre-ville, au sud-est de la ville, poussé par la conservatrice du musée de Marimont, donc un grand musée qui a de belles collections égyptologiques au sud de Bruxelles, qui possède, entre autres, ce buste colossal de Cléopâtre, qui pèse à peu près 5 tonnes, et que l'on connaît par des gravures des années 1820-1830, qui formait un groupe alors intact avec ce buste et cette tête de Marc-Antoine qui est conservé au musée gréco-romain d'Alexandrie. Donc ces deux fragments faisaient partie d'un énorme groupe colossal qui se tenait par la main. Donc de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ, des années 35 avant Jésus-Christ, et qui était intact jusqu'au début du 19e siècle. Nous avions, grâce aux gravures, la possibilité de localiser donc le lieu de découverte de ce groupe statuaire au sud-est de la ville, et nous avons entrepris donc une série de fouilles de sauvetage à l'intérieur de cours d'école ou de ce terrain qui est actuellement en train d'être construit avec toutes sortes de sondages que vous voyez ici. Le résultat a été tout à fait intéressant puisque nous sommes, je vous le rappelle, en dehors de la ville. Mais là, il y a des couches qui appartiennent au XIXe siècle qui sont intéressantes puisque c'est une fouille franco-belge à Alexandrie. Et parmi les tessons récents, eh bien, vous voyez que nous avons trouvé des fragments de bouteilles de bière de fabrication belge. Mais ce n'était que le début. Et ensuite, eh bien, sont apparus les premiers blocs d'architecture, certains couverts de hiéroglyphes. Donc là, le flair de la conservatrice du musée de Marimont était sûr, puisqu'à un endroit donc complètement excentré, eh bien, sont apparus des alignements, des soubassements de colonnades sur ces vastes terrains. Donc là, c'est l'année dernière ici et c'est déjà construit maintenant, avec eh bien, des séries de colonnades appartenant à de vastes portiques. Vous voyez ici des éléments de fûts de colonnes et de bases de colonnes qui sont en granit d'Assouan. Sous ces éléments, donc, on en trouve d'autres qui sont en place. Ceux-ci appartiennent à la période romaine, sans doute au IIe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez encore une fois ces grands alignements, donc il y a au moins 2 portiques, si ce n'est 3. Eh bien, sous ces éléments démantelés apparaissent en place une couche plus ancienne qui remonte certainement à l'époque hellénistique d'après le travail des blocs. Il y a là des blocs de marbre blanc importés certainement de la mer Égée, de l'espace égéen, et qui appartiennent sans doute aux Ptolémées et voire aux premières dynasties par leur travail donc, et la comparaison avec d'autres monuments d'Alexandrie. Vous voyez ici ces alignements que nous avons trouvés dans cet espace excentré. Et cet espace est tout à fait intéressant puisqu'il nous rappelle des textes alexandrins qui placent à cet endroit eh bien, le sanctuaire d'Éleusis. Dès les premiers Ptolémées, et c'est un lien donc avec Athènes, les premiers Ptolémées avaient copié le sanctuaire donc de la banlieue d'Athènes, le sanctuaire en l'honneur de Déméter et de Perséphone, et avaient transféré ce culte copie conforme donc dans la banlieue d'Alexandrie. Et c'est là eh bien, qu'étaient dressés des groupes de souverains comme celui de Cléopâtre et d'Antoine que vous avez vu tout à l'heure. Un autre espace cultuel est celui du Boubastéion. C'est une découverte d'urgence, au moment de la construction d'un immeuble, de nos
c'est ici, de nos collègues du service archéologique égyptien. Et je vous en montrerai ici quelques images parce que c'est une découverte tout à fait exceptionnelle à côté de la gare du train qui mène d'Alexandrie au Caire, qui est une découverte inattendue d'un sanctuaire consacré à une divinité totalement égyptienne, la déesse Boubastis, la déesse Chat dont on connaît le culte à l'époque pharaonique. Nous sommes associés donc à l'étude et à une publication de cette fouille qui sera publiée dans la collection du Centre d'études alexandrines. Et donc, vous voyez les traces ici d'un temple, d'une facture absolument remarquable, avec des blocs parfaitement jointoyés et toutes sortes d'ateliers, de citernes, etc., d'époques différentes. Et là, il y a des favicées, des fosses donc sacrées dans lesquelles ont été jetés, rassemblés des éléments divers comme de la céramique, mais aussi des éléments comme ces chats, qui sont des chats qui tiennent souvent des canards dans les pattes avant, des chats qui sont parfois, enfin là vous le voyez encore avec le volatile, parfois couverts de feuilles d'or, parfois peints, parfois porteurs d'inscriptions tout à fait intéressantes puisque ces inscriptions sont toujours en grec et donnent des noms grecs comme cette petite Phylixo, Boubasti, Euken. Vous voyez l'inscription en grec, Epitechousa. Et donc, ce sont des offrandes en fait qu'ont fait les parents pour la bonne santé de leurs enfants. Et ces chats sont soit en terre cuite, soit en calcaire. On en compte plus de 500 en terre cuite et plus d'une centaine en calcaire, avec de nombreuses inscriptions peintes ou gravées qui apparaissent au fur et à mesure de la restauration. Mais également des offrandes d'enfants, de petits garçons, avec toujours des inscriptions en grec à la déesse Boubastis, avec souvent encore des traces d'or, et notamment dans la chevelure, avec parfois donc des petites filles qui portent dans les plis de leurs vêtements des chattes, et notamment souvent des chattes allaitantes, des chatons. C'est là une découverte particulièrement importante, puisqu'il s'agit d'un sanctuaire qui date du tout début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, si ce n'est un peu plus tôt, et donc qui montre bien que les Grecs qui se sont installés à Alexandrie étaient capables d'adopter ex abrupto un culte entièrement égyptien. Évidemment en grécisant, en hellénisant leurs pratiques, puisqu'il y a donc ces chats portent des inscriptions en grec, mais à une divinité égyptienne. Donc on peut se demander si ce n'est pas là un indice sur l'origine de la première population d'Alexandrie, avec des Grecs venant de Naucratis, de Canope, voire de cités à l'ouest d'Alexandrie, puisque durant sa dernière mission, le professeur Marie-Françoise Boussac de l'Université de Paris X Nanterre a découvert à Plintine, c'est-à-dire à 50 km à l'ouest d'Alexandrie, des couches avec du mobilier du VIe siècle avant Jésus-Christ. Donc se demander si, corroborant d'ailleurs certaines sources écrites, il n'y a pas eu là une concentration de population plus ou moins volontaire, voire forcée, pour peupler la nouvelle capitale. Continuons avec ici Perséphone. Nous retrouvons des catacombes de Komel Shugafa qui sont connues depuis 1892 et qui méritaient une nouvelle visite, un nouvel examen. À côté de la tombe principale, vous voyez une scène tout à fait classique, je puis dire, même si là on est à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, donc une scène pharaonique de momification d'Osiris, donc avec Anubis qui procède aux opérations, avec Thoth et Horus de chaque côté pour surveiller le bon déroulement de la cérémonie. Eh bien, dans une tombe voisine, a été découvert de façon inattendue récemment, enfin la première découverte date de 1993, je crois, ou 14, eh bien des scènes qui n'apparaissent pas
à l'œil nu ou très peu. Vous voyez, et je vous montrerai seulement quelques images de ce travail qui est mené actuellement par le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet de l'Université de Nanterre et Mervat Seyfeldine qui dirige aussi la publication du Boubastellon. Et là, donc, grâce à des procédés photographiques spéciaux, grâce au traitement des images, en recourant d'abord à l'ultraviolet et maintenant au traitement post-prise de vue, eh bien, ces scènes commencent à apparaître de façon inattendue. Vous voyez ici une photographie de 1996 par André Pell, photographe de l'équipe de Nanterre et du Centre d'études alexandrines, avec, on devine vaguement Hadès sur son char. Mais voilà la photographie après traitement qui permet d'interpréter toute la chaîne opératoire de ces deux registres avec au-dessus une scène pharaonique qui montre au centre donc une momification d'Osiris comme dans la chapelle que je vous avais montrée et en dessous eh bien, l'enlèvement de Perséphone et son entrée dans les enfers aux côtés d'Hadès. C'est une étude qui sera publiée dans une monographie dans les mois qui viennent, donc par les professeurs Anne-Marie Guimier-Sorbet, Mervat Seyfeldine et le photographe André Pell. Chez les plus nombreux, la ville des morts, continuons avec donc quelques images de ce que Strabon appelait la nécropolis, la cité des morts, la ville des morts, tellement il avait été impressionné par la taille inhabituelle de ce cimetière, notamment le cimetière ouest d'Alexandrie. Et là, à l'occasion, encore une fois, fouille de sauvetage, à l'occasion de la construction d'un pont, les bulldozers ont commencé à décaloter des tombes creusées dans le rocher, de grandes tombes collectives, qui rassemblaient parfois une centaine, voire 150 loculi, donc ces niches qui étaient creusées dans le sous-sol tendre d'Alexandrie pour abriter des défunts. Et là, chaque loculus recevait une ou voire plusieurs inhumations, et ces tombes étaient imbriquées, comme vous le voyez ici, le pont s'arrête ici, imbriquées les unes dans les autres. Nous avons pu en fouiller 40. Mais il y en avait certainement ici, il y en avait certainement là. Ce n'est qu'une toute petite, un tout petit exemple de ces tombes. Encore une fois, vous voyez un exemple plus proche, imbriquées les unes dans les autres, puisque parfois, eh bien, il y a même des passages, sans doute accidentels au départ, d'une tombe à l'autre. C'est une nécropolis hellénique, grecque, avec des noms en grec, une centaine d'inscriptions en grec, peintes, gravées, des dipinti, des noms donc des défunts qui sont indiqués au-dessus du loculus, ou bien d'une toute autre nature, comme celle-ci, qui est tout à fait originale, puisque c'est une réclamation de propriété de la part d'une personne qui dit donc c'était excèdre, donc il en a la moitié de la paroi, la moitié du mur. Depuis donc le sommet, depuis l'eau, depuis la nappe phréatique jusqu'au sommet. Donc c'est une inscription certainement d'un entrepreneur de pompes funèbres, donc qui creusait les loculi pour ses futurs clients. Des dalles parfois peintes fermaient ces loculi. Vous voyez ici la scène classique bien connue à Athènes de la dexiosis, de la poignée de main donc du mari vis-à-vis de son épouse défunte. Tout cela dans le cadre d'une porte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. À l'intérieur, eh bien, des inhumations avec plusieurs crânes que vous distinguez ici. Et ici, eh bien, le dernier arrivé, plus confortablement installé, avec dans la bouche eh bien, l'obol pour payer le passage du Styx, pour payer le nocher Charon. Peu de mobilier dans ces tombes, surtout de la céramique, puisque les pillards nous avaient précédés. Cependant, laissant la céramique, ils avaient laissé des vases tout à fait remarquables, que sont ces hydries de Hadrin, qui sont fabriqués en Crète, du côté de Knossos, et dont on connaît aussi des copies moins habiles, réalisées à Alexandrie même, avec des scènes peintes, ici une scène de chasse par exemple, mais ce qui nous intéresse au-delà de la beauté de ces vases, c'est ce qu'ils contenaient. En effet, nous avons fait appel à une série d'anthropologues spécialistes dans les crémations,
qui ont fouillé avec de grandes pinces à l'intérieur des vases mêmes, qui ont récolté les ossements et qui, après un dur labeur, ont réussi à reconstituer des squelettes qui avaient été placés à l'intérieur de chacun de ces vases. Et c'est là quelque chose de remarquable, puisqu'il y a une véritable stratigraphie à l'intérieur de ces vases qui a pu être reconstituée, avec le crâne qui était du côté du col, les pieds ici. Ce qui veut dire que les magistrats, les prêtres allaient le lendemain de la crémation, lorsque le foyer, le bûcher avait refroidi, pieusement et systématiquement récupérer tous les ossements pour les mettre dans ces vases, y compris les petits vases comme ces petits vases à huile ou d'autres offrandes métalliques que nous avons pu retrouver. Donc c'est une signification tout à fait particulière de la crémation qui montre bien que, contrairement à nos pratiques actuelles où se faire incinérer veut dire laisser la terre aux vivants, comme le disent les associations qui prônent l'incinération, ici au contraire, c'est un souci quasi obsessionnel de conserver les moindres esquilles, les moindres fragments d'ossements du squelette, en faisant partir seulement ce qui est périssable, donc du corps humain, en les passant sur le bûcher. Les Grecs avaient donc, dans cette Alexandrie hellénistique, le choix entre l'inhumation, vous voyez quelques exemples de ces offrandes que l'on trouve au cours de la fouille de ces vases, le choix entre l'inhumation, le choix entre la crémation, l'incinération, mais aussi un troisième choix qui est dû à l'influence égyptienne, puisque dans ces cuves, eh bien, nous avons trouvé des momies. Des momies qui sont mal conservées parce que le climat d'Alexandrie, comme vous vous en doutez, ville portuaire, n'est pas favorable à la conservation de ces momies, mais des momies de façon sûre et indiscutable, puisque nous avons les bandelages. Vous voyez ici une bandelette en fil d'or, donc qui recouvrait un de ces cartonnages de momies. Donc voilà le troisième mode de sépulture de ces Grecs alexandrins de l'époque hellénistique et au début de l'époque romaine. Quelques images du décor de certaines de ces tombes, avec ces lits réservés dans la pierre, donc qui imitent des lits avec des pieds métalliques, mais qui sont donc des lits de pierre, ou ces plafonds décorés de scènes de putti en jouant avec donc des dauphins, donc ces scènes particulièrement coloriées, voire bariolées, qui sont étudiées et publiées par le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet. Nous sommes ici donc au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, nous sommes donc au XXIe siècle et le pont est passé, la nécropole, ou tout du moins cette partie de la nécropole, a disparu. L'Alexandrie monumentale, quelques rappels sur la fouille du phare, une fouille sous-marine, fouille subaquatique, puisque cette fouille est encore en cours. Je rappelle qu'il s'agit d'un site gigantesque qui s'étend sur plus de 13 000 mètres carrés par 6 à 8 mètres de profondeur, avec des découvertes qui en sont assez connues, comme le sphinx que je vous ai montré, l'un des 30 sphinx découverts à ce jour sur la fouille, ou bien une partie de cette colosse, de cette statue colossale, de cette porte, ici est la moitié d'un jambage, d'une porte colossale, et nous progressons dans l'étude de cette fouille, puisque nous sommes capables de reconstruire un certain nombre de ces monuments. Par exemple, la porte avec ses deux jambages, son linteau, qui mesure, vous voyez le personnage qui donne l'échelle, qui mesure 13,45 m de hauteur. Donc une porte dont le simple encadrement dépasse les 250 tonnes de granit, avec donc des statues colossales de la même taille, certainement de Ptolémée Ier et sa femme Bérénice Ier, encadrées par des statues plus petites, appartenant sans doute aux Ptolémées suivants. Donc cette fouille, commencée en 1994, est encore en cours, puisque l'on compte à l'heure actuelle plus de 5000 blocs d'architecture. Et à chaque fois que nous soulevons avec des ballons gonflés à l'air comprimé un bloc, eh bien, il y en a 4 ou 5 qui apparaissent à leur tour.
Travail de longue haleine donc, qui continue, ainsi que la fouille sous-marine d'autres genres de restes archéologiques avec des épaves de bateaux. Nous en avons trouvé des dizaines au large d'Alexandrie. Je n'évoquerai ici que 2 d'entre elles. Évidemment, ce qu'on trouve dans les fouilles de bateaux, ce sont les cargaisons d'amphores, de ces vases qui transportaient du vin et qui portent parfois des timbres, des marques amphoriques, comme le rappelait tout à l'heure le directeur de l'école. Ici, vous avez un Nicolas, écrit en latin, donc qui vendait du vin à Alexandrie au 1er siècle avant Jésus-Christ, du vin qui venait d'Italie. Et quelle n'a pas été notre surprise de voir au milieu de la cargaison de ces amphores, classiques, dirait-on, des milliers de noyaux, des noyaux de fruits, des noyaux de toutes sortes de fruits, aussi bien d'olives, mais aussi de pêches, de prunes, d'abricots, voire de cerises. Et une autre épave voisine était composée donc la première épave, il y avait 495 amphores du même type, et là une centaine d'amphores qui, cette fois-ci, sont des amphores venant de l'île de Rhodes. Vous voyez un exemple ici, qui, elle, était remplie non pas de vin comme on pouvait s'y attendre, mais de pommes de pin. Et donc, c'est une découverte tout à fait intéressante. On s'occupe du phare, mais on s'occupe aussi des noyaux de pêche, comme vous voyez. Et donc, découverte intéressante puisqu'elle permet de raconter l'histoire du commerce de produits frais entre Alexandrie et le reste de la Méditerranée, ou plutôt entre le reste de la Méditerranée et Alexandrie. En effet, nous avons fait appel à des généticiens d'un laboratoire de Toulouse, et du CNRS et de l'université, qui, en examinant les génomes de ces fruits, ont permis de comprendre leur origine, et notamment qu'un certain nombre d'entre eux provenaient de l'île de Rhodes, qu'ils étaient endémiques de l'île de Rhodes, qui était certainement la dernière escale de ces bateaux qui venaient d'Italie pour l'un et qui avaient fait escale à Rhodes pour charger des fruits frais à destination du marché alexandrin. Ce sont tous des fruits qui ne poussaient pas en Égypte. Et donc, les Alexandrins avaient conservé leurs habitudes alimentaires de leur origine du nord de la mer Égée et avaient besoin de ces pommes de pin pour agrémenter leurs recettes culinaires et particulièrement en pâtisserie, et donc les importaient dès ce ici 3e siècle avant Jésus-Christ et pour les noyaux de pêche de prunes au début du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les citernes d'Alexandrie aussi sont un autre de nos objectifs qui durent depuis maintenant 2 décennies, des objectifs de recherche, puisque lorsque nous sommes arrivés à Alexandrie, on connaissait les textes qui mentionnaient, notamment la description d'Égypte, des centaines de citernes qui nous en donnaient des plans et des coupes, et même des gravures qui représentaient des vues de ces citernes. Et il y a 23 ans, on n'en connaissait plus qu'une. Et depuis, nous avons grandement progressé, puisque ces grands réservoirs à eau, donc souterrains, parfois de plusieurs dizaines de milliers de mètres cubes d'eau, les premières que nous avons retrouvées, ce sont ces abris antiaériens qui datent de la Seconde Guerre mondiale, où les autorités britanniques avaient aménagé des espaces pour que la population échappe aux bombardements allemands et italiens jusqu'à la bataille d'El Alamein en 1942. Et là, au milieu des murs de briques et des bancs qui permettaient aux personnes de fuir ces bombardements, des colonnes de granit avec des chapiteaux corinthiens, des chapiteaux ioniques, qui montraient bien qu'il s'agissait de bâtiments antiques. De fil en aiguille, vous voyez un exemple de chapiteaux dans ces citernes abris antiaériens. De fil en aiguille, nous sommes tombés sur des archives du service des eaux, puisque ces citernes n'ont été fermées, n'ont été condamnées qu'en 1911. Et donc là, nous avons été assez chanceux pour trouver toute une série de documentations de la fin du XIXe siècle, qui, avec des petits plans, parfois des coupes, et des petits plans qui permettent de les localiser. Et c'est ainsi que, peu à peu, nous avons pu remettre sur la carte maintenant un peu plus de 150 citernes. Nous sommes loin du compte, puisque, encore une fois, la description d'Égypte mentionne 400 citernes.
Quant à Mahmoud el-Falaki, ce savant égyptien dont je vous ai montré la carte au début, eh bien lui, il cite plus de 700 citernes. Mais chaque mois, de nouvelles fouilles de sauvetage du service archéologique égyptien ou de la part de notre équipe eh bien, permettent de découvrir, souvent de façon accidentelle, par l'affaissement de rue, par exemple, de rue moderne d'Alexandrie, eh bien, de nouvelles citernes. Ces citernes sont des monuments qui sont tout à fait remarquables, car c'est des monuments de remploi. Vous voyez ici, par exemple, cette colonne tout à fait extraordinaire, puisqu'elle a comme base un chapiteau à l'envers, mais elle a un autre chapiteau en haut. Tous ces fûts sont de matériaux, d'épaisseurs différentes. Vous voyez, il y en a qui font le double d'autres. Les hauteurs sont rattrapées par le choix de chapiteaux ioniques ou corinthiens, selon. Et donc, il s'agit de monuments de récupération. L'architecte ou l'ingénieur, visiblement, allait sur les chantiers de monuments démantelés, parfois de monuments chrétiens d'ailleurs, puisqu'on trouve des croix sur les fûts des citernes, ou voire sur les chapiteaux. Et là, il construisait un monument qui n'était pas destiné au regard du public, puisque ces citernes étaient remplies d'eau au moment de la crue du Nil, donc chaque année durant l'été. Et maintenant, bien, c'est tout à fait remarquable d'être en admiration devant l'équilibre qui semble fragile de ces entassements, de ces empilements de colonnades. Ici, il y en a 3, mais cela peut aller jusqu'à 4, voire 5 étages de colonnades superposées. Vous voyez ici encore un chapiteau servant de base. Nous avons relevé donc quelques-unes de ces citernes de façon très précise, notamment grâce à un scanner 3D qui nous a facilité cette opération et qui nous a permis eh bien, de développer un projet d'un musée sur site avec la citerne et le musée qui présentera qui permettra de se promener dans la citerne déjà et qui permettra eh bien, de rassembler toute la documentation sur les citernes de la ville d'Alexandrie, au moins dans l'état de nos connaissances actuelles. Donc voilà la petite boule qui permet de suivre le visiteur à l'intérieur de la citerne. Un projet évidemment à moitié enterré, hein, comme les citernes, et qui s'inscrit dans le paysage du centre-ville alexandrin, dans un projet qui, j'espère, verra le jour dans les années qui viennent. Quittons le centre-ville d'Alexandrie pour nous promener maintenant dans ses abords immédiats. La ville est ici. Il y a un grand lac qui borde la ville sur son côté sud. Ce lac a diminué énormément depuis 1865, puisque c'est ici une autre carte du même Mahmoud el-Falaki. Et nous allons nous diriger vers cet endroit. Voici le lac tel qu'il est actuellement, donc beaucoup restreint par rapport. Il a perdu 90% de son bassin depuis le passage de Bonaparte, puisque ces terres humides eh bien, sont remblayées et cultivées à l'heure actuelle. Et là, eh bien, nous avons 2 fouilles, une sur cet îlot d'une cité antique donc, qui est appelée traditionnellement Maria. Donc cet îlot est tout à fait intéressant parce qu'il y a à la fois une villa romaine au nord, mais aussi une concentration hellénistique au sud. Jusqu'à présent, jusqu'à nos fouilles, Maria était considérée comme seulement une étape dans le pèlerinage vers le monastère voisin, avec une vingtaine de kilomètres de Saint-Ménas, et donc datée du 5e au 8e siècle après Jésus-Christ. Mais en fait, nos fouilles eh bien, ont permis de dégager très rapidement sous le sol, vous voyez ici, des murs d'une épaisseur remarquable, 1,50 m de largeur, d'épaisseur, de maisons tours. Vous voyez, c'est des maisons qui sont à peu près carrées, avec un soubassement extrêmement fort, sur lequel on bâtissait en briques. Pourquoi ces murs extrêmement épais? Eh bien, parce que, sans doute, ce sont des maisons fortifiées. Voilà un plan, il y en a 2 pour l'instant. 2 maisons couvertes dans les cours d'enduit peint, imitant parfois l'albâtre, comme ici. Et ce sont des maisons qui sont remarquables, puisqu'on en connaît la trace dans les documents écrits et les documents figurés. Vous avez ici, par exemple, un papyrus
qui a été trouvé à Oxyrhynchos, mais qui provient certainement, qui décrit Alexandrie, pardon, et un papyrus du IIIe siècle après Jésus-Christ, qui donc décrit le trajet que doit faire le coursier à travers la ville pour porter ce papyrus à son destinataire. Et alors, je m'arrêterai surtout sur ce passage où il parle d'une maison et qui a heptastégos. Il y avait à Alexandrie donc des immeubles qui avaient 7 niveaux, certainement 6 étages. Il y a d'autres papyrus qui parlent, par exemple, du tapage dont se plaint un locataire qui dit « l'habitant du 4e étage fait trop de tapage nocturne ». Donc on a là, non pas par l'archéologie, mais par les textes, la preuve qu'il y avait à côté de ces grandes maisons que je vous ai montrées tout à l'heure, la maison à la Méduse ou la maison à la mosaïque au galet, eh bien, des immeubles collectifs, donc sur un nombre d'étages considérable. Et les images que nous en avons nous sont fournies par ces maquettes qui sont conservées au musée gréco-romain d'Alexandrie, au musée du Caire, un certain nombre de musées européens, qui montrent eh bien, ces maisons-tours, avec donc un escalier qui montait jusqu'à un étage qui était qui permettait de descendre ici d'ailleurs des étages de stockage, puis des espaces de vie où les fenêtres, eh bien, comme vous le voyez, s'agrandissent au fur et à mesure qu'on monte de 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages. Donc, ce sont des nouvelles indications archéologiques, cette fois, qui viennent s'ajouter et permettre d'interpréter donc la véracité de ces maquettes et elles sont corroborées donc par ces sources écrites fournies par les papyrus. Et si l'on regarde la mosaïque de Palestrina, eh bien, ces maisons, à côté des huttes donc de branchage, eh bien, ces maisons, on en voit. Vous en voyez ici. Et donc, c'est maintenant quelque chose qui donc apparaît tout à fait dans nos fouilles et qui remonte au IIe siècle, voire au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, une occupation de la Cora alexandrine avec ce type de construction qui, à l'époque romaine, laissera sa place aux larges villas. On va y revenir. Dans ces maisons, eh bien, un mobilier remarquable, avec un porte-candélabre ici tout à fait exceptionnel en bronze, avec de façon traditionnelle ici des pieds en sabots de bouc, des feuilles de lierre, donc l'évocation du culte dionysiaque, mais ici une colonne renflée de tradition pharaonique. Donc là vous avez dans cet objet qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ ou du IIe avant, eh bien une rencontre entre l'art pharaonique, tradition de l'art pharaonique et l'art grec. Des lampes nombreuses, des lampes, vous voyez comme ici, à plusieurs becs, et aussi eh bien, des statuettes donc en bleu égyptien, des statuettes égyptiennes qui appartiennent à la triade pharaonique de Memphis. Donc il y avait aussi à l'intérieur de certaines pièces de ces maisons eh bien, un culte domestique de nature mixte, mais notamment de nature pharaonique. Cette fouille de Maria, donc qui se trouve ici, Philoxénité, eh bien, a été complétée depuis l'été dernier par une nouvelle entreprise une nouvelle campagne va commencer après-demain, dimanche prochain, donc avec un complexe tout à fait intéressant de cuves de pressoirs à vin, de sakia et ici d'ateliers d'amphores. Ce sont des traces sur le terrain qui nous guident vers ces restes archéologiques, avec notamment ces dépotoirs. Voilà donc qu'on a fouillé, et la fouille du dépotoir avec des millions, je peux dire, de fragments d'amphores. Il y a là donc des amphores à vin fabriqués sur place. Nous avons maintenant les traces des fours. Vous voyez toutes les traces d'ailleurs de cendres qui sont ici, des amphores à vin qui, comme le montre ce fouilleur, qui portent des marques. Et vous avez ici eh bien, un nom en grec, Apolloniou, avec une faute d'ailleurs, il y a un seul lambda. Apolloniou, qui était eh bien, soit le propriétaire de cette fabrique d'amphores, soit le propriétaire de la villa elle-même. Parce que ces amphores étaient destinés à recevoir, à empaqueter, je peux dire, eh bien, le produit de la villa. Et nous avons des sakiers avec donc des roues à eau actionnés par des bovidés qui menaient l'eau depuis le lac jusque dans les champs.
Et l'indication des amphores est là, ces champs, eh bien, c'était des vignobles. Ces amphores remplis de ce vin, on les retrouve par milliers dans nos fouilles de la ville d'Alexandrie, mais aussi c'était un vin qui était réputé, puisque Virgile, Horace en parlent, ils le buvaient sur leur table de Rome, et nous en avons trouvé même une épave dans l'embouchure du Rhône. Donc un vin largement exporté, bien que la consommation alexandrine soit donc celle d'une mégapole, mais il y avait un surplus qui était envoyé au loin en Méditerranée. Il s'agit de villas du début du IIe siècle après Jésus-Christ. Et il y a là toute une série de villas. Nous avons commencé la fouille donc, de cette première villa, mais il y a des chapelets de villas qui attendent à leur tour d'être fouillés avant l'urbanisation de cette côte sud du lac Marioute, qui borde le côté méridional de la ville d'Alexandrie. Alors, à côté des fouilles, nous avons d'autres activités, comme l'école française d'Athènes, même si c'est d'une façon plus modeste. Nous avons promené bien parfois nos découvertes un peu partout en Europe, voire ailleurs. Vous avez la statue du Colosse ici exposée à Paris. Vous avez une exposition donc au Petit Palais à Paris. Une exposition qui est actuellement en cours à Marimont, justement, en Belgique, qui a eu lieu à Neuchâtel sur l'hydraulique du Nil Alexandrie, sur l'hydraulique, sur les inventions des ingénieurs alexandrins, comme cette vis d'Archimède, dont vous voyez un écorché ici, une vis d'Archimède. Vous en avez un exemplaire ici, donc inventé par le célèbre savant de Syracuse lorsqu'il a séjourné parmi les savants du musée d'Alexandrie, avec donc des reproductions de nos citernes, mais aussi dans ce catalogue de plus de 700 pages, eh bien, toutes sortes d'études sur les citernes, sur les canalisations, sur les sakiés, sur tout ce qui permettait d'abreuver, d'apporter l'eau potable depuis le Nil au moyen d'un canal qui avait été creusé jusqu'à Alexandrie, dans ces immenses citernes d'Alexandrie. Je terminerai par vous montrer un éventail des publications, donc des sujets qui intéressent notre équipe, que ce soit par exemple sur la céramique, vaisselle fine d'Alexandrie, Alexandrie médiévale dont je vous parlais tout à l'heure, Times amphoriques de Pamphylie, là c'est l'étude d'un dialecte d'Asie mineure particulièrement intéressant et qui se retrouve sur des marques d'amphores qui sont conservées au musée gréco-romain d'Alexandrie, c'est la plus grande collection au monde, ou bien des études sur donc la sociologie, les habitudes donc des Alexandrins face à la mort, notamment l'enfant et la mort dans l'Antiquité. La numismatique, évidemment, je vous parlais de la grande collection de monnaies qui a été mise au jour depuis 20 ans de fouilles. La poterie islamique, évidemment, la poterie médiévale, ou bien des intérêts plus récents comme ceux comme je le disais tout à l'heure, puisque dans quelques semaines paraîtra un livre de Penelope Delta. Donc ce sont ses mémoires de 1899 qu'elle a rédigées en français lorsqu'elle vivait encore à Alexandrie, où elle est née, donc la fille de Benaki, et qui donc raconte sa vie à Alexandrie avant qu'elle ne vienne à Athènes. Encore une fois, c'est en français qu'elle a rédigé ses mémoires. C'est la première fois qu'elle sera publiée en français, puisque jusqu'à présent, on ne dispose que d'une traduction en grec. Et c'est grâce à monsieur Alékos Zanas, un des parents de Penelope Delta, que nous avons pu retrouver non seulement ce manuscrit, mais aussi l'iconographie qui va avec, et je l'en remercie ici. Alors, quelle perspective Alexandrie ? Eh bien, en fait, ça n'arrête pas, hein, vous l'avez compris. Les archéologues courent et pas assez vite après les entrepreneurs immobiliers. Au centre-ville, par exemple, je n'en donnerai donc une illustration. Eh bien, ce cinéma Rialto, bon, vous remarquerez l'orthographe un peu erratique. Le cinéma Rialto, qui était un des plus beaux cinémas donc d'art moderne, enfin de construction des années 1920 à Alexandrie. Ce cinéma vient d'être abattu, détruit, et il y aura un mall qui va être construit à sa place. Or, il se trouve que ce cinéma se trouve entre la fouille du Majestic, du Luxe, du Billardo, du Patriarcat que nous avons mené durant ces dernières années. Ce cinéma mesure plus de 1000 mètres carrés. Il se trouve au cœur d'Alexandrie, donc peut-être
encore sur l'enclave du Césarion et de l'Église qui lui a succédé. Et donc c'est un de nos prochains objectifs dans les semaines et mois qui viennent, de procéder à cette nouvelle fouille d'urgence. Et donc je m'arrêterai ici en vous donnant l'adresse du site internet sur lequel vous pouvez suivre en français mais aussi en anglais et en arabe les progrès de nos travaux dans ces fouilles de sauvetage, dans ces études sur l'Alexandrie depuis sa fondation jusqu'à nos jours, donc telles que nous les menons dans la ville d'Alexandrie. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie Jean-Yves Empereur de cette présentation passionnante de ce 23 années de travail à Alexandrie qui a apporté des résultats considérables. Il faut rappeler que ce centre d'études d'Alexandrie a été créé par Jean-Yves à son arrivée et quand on voit 23 ans après le travail accompli, et tout à l'heure, il disait que les expositions du Centre d'études d'Alexandrie ne sont plus modestes que celles de l'École française d'Athènes. Évidemment, c'est tout à fait l'inverse, vous l'avez compris. Et on est frappé de l'abondance du travail accompli, de l'ampleur de cette contribution à la connaissance de la ville et de la charge qui incombe à ce centre qui, comme le disait Jean-Yves tout à l'heure, court après les promoteurs, essaye d'anticiper les travaux et doit faire face constamment à de nouveaux défis. Je dois dire que cette présentation, je connaissais évidemment le Centre d'études d'Alexandrie, mais cette présentation complète nous montre à quel point Jean-Yves a consacré son énergie et tout son dévouement à cette ville et à son passé. Et je crois qu'on peut vraiment le remercier de cette présentation et de tout le travail qu'il a accompli là-bas à Alexandrie et qu'il va continuer d'accomplir. Vraiment, Jean-Yves, merci beaucoup.